Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Ravi vraiment de vous retrouver. Ce soir, nous allons prendre le temps de parler du cancer du sein. C'est incontournable du mois d'octobre, dédié à juste titre à la prévention de cette maladie qui est finalement un véritable enjeu de santé publique chez nous. Chaque année en Algérie, on enregistre quelque chose comme 12 000 nouveaux cas selon les chiffres officiels. Bien qu'il s'agisse de la première cause de mortalité chez la femme, le cancer du sein peut guérir s'il est détecté suffisamment tôt. D'où l'importance de notre propos ce soir. Avec mes invités, on va parler justement de prévention, de dépistage, mais aussi de traitement et de prise en charge psychologique. Un aspect souvent négligé dans la prise en charge des cancéreux. Pour parler et développer autour de ce thème, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Boubnider Wahib. Vous êtes chef de service scénologie au centre Pierre et Marie Curie à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le plaisir de recevoir Aïda Mchri. Vous êtes psychologue à l'ONPPE. Vous êtes, alors je rappelle que l'ONPPE, c'est l'organe de protection et de la promotion de l'enfance. Bienvenue. Merci, je vous remercie. Ravi de vous retrouver. J'ai également le plaisir de recevoir Dr Mekhilef Mouna. Vous êtes radiologue installé à votre compte. Bonsoir. Ravi d'être là. Alors, on disait qu'en Algérie, on dénombre quelque chose comme 12 000 nouveaux cas chaque année. Et cela n'est que la partie visible de l'iceberg, je dirais, professeur Boubnider. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cette impression qu'on a de voir de plus en plus de femmes touchées par le cancer du sein et de plus en plus jeunes? Ah oui, bien sûr. En Algérie, depuis maintenant une dizaine d'années, nous avons quand même constaté des chiffres exponentiels en matière de cancer du sein qui sévit à travers le pays. Et puis, c'est un petit peu lié à beaucoup de facteurs exogènes et le fait que nos habitudes, nos coutumes, nos us, quand même, ont complètement changé. Nous avons tendance à s'occidentaliser, ce qui fait que ce cancer constitue l'apanage un petit peu du progrès social aussi. Donc, nous avons des chiffres qui commencent à être un petit peu inquiétants et qui nous incitent à être beaucoup plus vigilants dans le dépistage et le traitement de ces cancers. C'est un peu le prix, vous dites, de la vie à l'occidental. Docteur Mekhilef, plus de 50% des cas détectés sont de grosses tumeurs aujourd'hui en Algérie avec un envahissement ganglionnaire. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? Il y a un retard au diagnostic. Déjà, il y a les patientes qui ne se déplacent pas et ne consultent pas dès les premiers symptômes. Il y a aussi l'absence d'une chaîne déjà établie entre le premier médecin de famille jusqu'au médecin spécialiste. C'est pas bien protocolé. Il manque certaines maillons. Voilà, il y a des maillons qui sont défaillants. On devrait travailler bien sûr sur cela. Et il y a aussi le côté social. Notre société ne met pas à l'aise une femme malade. Ça reste tabou. Ça reste tabou, on y reviendra, c'est une partie très importante en tout cas de cette émission aussi. Alors la science enregistre des avancées tous les jours dans le domaine de la recherche, mais on ne connaît pas vraiment aujourd'hui la cause du cancer du sein. Pourquoi ai-je un cancer? Une question qui revient souvent dans la bouche des malades, Aïda Mchri. Ça revient souvent, mais aussi c'est quelque chose qui secoue les familles dans les profondeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le porteur du symptôme ou la femme endeuillée, je dirais, de secouée par cette situation qui souffre, mais aussi les proches, pour la simple raison que cette référence ou cette croyance sociale qui est autour de la maladie elle-même, dans laquelle on peut retrouver le volet mort, la séparation, la perte, quelque chose qui met les gens dans cette impuissance de pouvoir réellement vivre ces liens. Et ça, vraiment, ça nous met au devant de la scène pour pouvoir vraiment les accompagner, trouver les mots adéquats pour les soutenir. Les rassurer. On va peut-être voir un reportage justement qui revient sur l'importance de la prévention et du dépistage. Vous en parliez un instant, docteur Mekhilef. C'est un reportage signé Myriam Damis. Regardez. Le cancer du sein touche de plus en plus de femmes en Algérie. Chaque année, ce sont des milliers de cas qui sont enregistrés. Pourtant, il est possible de faire reculer le nombre de personnes atteintes pour peu qu'elles s'y prennent à l'avance à travers le dépistage précoce.
On ne peut pas éviter la survenue d'un cancer du sein, contrairement par exemple à d'autres pathologies cancéreuses comme par exemple le côlon ou le col, mais quand même ça reste un cancer qu'on peut détecter précocement. Au fait, on demande aux femmes de se faire dépister pour avoir un diagnostic précoce. La mammographie, de faire une mammographie par exemple, la mammographie reste comme une caméra de surveillance. S'il y a un changement quelconque, tout de suite il est détecté. Un dépistage recommandé à partir de 40 ans ou lorsque le sujet est prédisposé. Le cancer du sein étant une maladie multifactorielle, cela signifie que son apparition renvoie à divers facteurs génétiques et environnementaux. Voilà, alors les facteurs de risque les plus courants, c'est bien sûr l'âge. À chaque fois qu'on avance dans l'âge, on a tendance d'avoir le cancer du sein. Et puis il y a par exemple tout ce qui est la sédentarité, l'obésité, la malbouffe, quand l'alimentation n'est pas saine. Et vous savez, nous les femmes, on travaille généralement, la plupart des femmes, elles travaillent et tout, elles n'ont pas, si vous voulez, le temps de préparer, de bien manger et tout. C'est juste à dire que le fast-food, et puis ça impacte vraiment notre santé. On a aussi tout ce qui est prise d'hormones, par exemple pour corriger une stérilité, pour tout ce qui est de traitement substitutif et tout à la ménopause. En fait, tout ça, surtout quand c'est pris, il y en a sans consulter son médecin. La vigilance devrait ainsi doubler lorsque ces facteurs sont présents, sachant que le but du dépistage n'est pas d'éviter la maladie, mais bien d'augmenter les chances de guérison grâce à un traitement précoce. Donc c'était un reportage tourné avec une association, vous l'auriez reconnu, l'association ML. Les associations font un travail remarquable en ce mois d'octobre rose. Avant de revenir peut-être sur les facteurs de risque, un point qui a été développé justement dans ce reportage, j'aimerais qu'on parle des signes ou des symptômes. Est-ce que le cancer du sein a des symptômes, professeur? Ah oui, mais s'il a des symptômes, c'est qu'il n'est pas diagnostiqué à un stade précoce. C'est déjà trop tard? Pas trop tard, mais disons que c'est un stade qui a une expression qui se manifeste. Et le but, c'est pas ça. C'est pas attendre qu'on ait une boule dans le sein ou bien un écoulement sanglant ou des rougeurs, etc. Le but, c'est de sensibiliser les bonnes femmes pour se faire consulter sans qu'il n'y ait rien. Oui. C'est ça l'objectif. C'est à ce prix-là qu'on peut détecter des cancers à un stade précoce et dont la prise en charge, forcément, obtient des guérisons à 90% à moindre coût, puisqu'on n'aura pas besoin de faire de radiothérapie ou de chimiothérapie, etc. Absolument. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas des signes précurseurs du cancer du sein, mais s'il y a des signes qui apparaissent, forcément, on est dans des stades un peu... avancés. Pas avancés, mais disons... pas précoce. Oui. Voilà. Docteur Bekhelef, est-ce qu'on peut les rappeler quand même? Je sais que le but est de dépister justement lorsqu'on n'a pas encore une masse palpable, comme disait à l'instant professeur. Mais est-ce qu'on peut les rappeler quand même? C'est important parce que parfois on est un peu dans le déni et les gens, même s'ils ont des symptômes, ne vont pas consulter. C'est réellement le cas. Hein. Oui. Maintenant, les signes les plus fréquents, c'est toucher une grosseur au niveau du sein, c'est une déformation au niveau du mamelon, une rétraction ou un sein qui devient plus petit que l'autre. Oui. Des signes inflammatoires peuvent cacher aussi le cancer. On peut toucher un ganglion au niveau de l'aisselle, ça peut être un signe révélateur. On peut avoir un écoulement, c'est-à-dire à partir du mamelon, il y a du liquide ou du sang. On peut avoir un changement au niveau de la peau uniquement. Une rétraction de la peau, une espèce de ce qu'on appelle nous en médecine la peau d'orange. Oui. Mais voilà, déjà c'est des signes cliniques qu'on doit déceler. La femme, elle doit s'examiner, elle doit se palper, se regarder dans le miroir s'il y a une petite asymétrie ou un changement pour consulter dans les plus brefs délais pour avoir un diagnostic précoce. Oui. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche... On cherche le cancer qui est infraclinique, c'est-à-dire qui n'a pas de symptômes, qu'on doit dépister mammographiquement. Oui, parce que quand on parle de masse, par exemple, ou de l'autopalpation, il y a des masses qui sont indétectables, même au toucher. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Alors, est-ce que ça, c'est une question? C'est les consultations qu'on voit tous les jours. Absolument. Mais bon, le but, c'est pas ça. Si on fait quand même une campagne de sensibilisation, c'est pour faire quand même relever le niveau de vigilance des femmes qui ne sont pas porteuses d'une symptomatologie. C'est clair. Et qui puissent aller se faire examiner par des professionnels dans cet état. Oui, c'est une question quand même posée que je vais vous poser quand même. Elle est posée sur la page de l'émission. Est-ce que la douleur est un symptôme?
Oui, Est-ce que la douleur peut être un symptôme? Ça peut être, mais bon, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions, parce que la douleur, elle peut être l'expression de Parce qu'on a cycles tendance à dire que menstruation. la douleur, c'est bénin. On dit, Il faut c'est une pas idée être qu'on a. il faut pas être alarmé par une douleur, parce qu'elle rend le cycle de la femme, elle est tellement perturbée par les hormones qui fait qu'elle peut sentir cette sensation de douleur. Mais le but, c'est pas de dire vous avez une douleur, allez consulter. Le but, c'est d'être vigilant de façon permanente. Et puis, excusez-moi, pour moi, il n'y a pas uniquement le mois rose. Oui. Pour moi, ces campagnes de sensibilisation, j'aurais aimé qu'elles soient soutenues durant toute l'année. Oui. Qu'on n'oublie pas, c'est ça. Nous, en tout cas, à Canal Algérie, on est très ouverts. Hein. Si vous voulez qu'on fasse une émission même au milieu de l'année, il n'y a aucun je voudrais problème. bien, oui, Ah bien oui, sûr. il n'y a aucun problème. Alors, on revient sur les facteurs de risque. On en a entendu un bout déjà dans le reportage, mais c'est toujours important de le rappeler. Peut-être parce que beaucoup de gens, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de gens, quand ils ont un cancer, se posent la question, ils se disent pourquoi. Ou alors aussi pour alerter les personnes qui sont déjà, ce qu'on appelle, qui ont déjà un profil à risque. C'est pour ça qu'il est important de les rappeler. Est-ce qu'on peut rappeler les facteurs à risque, professeur? On parle beaucoup du facteur héréditaire. Il est incriminé à hauteur de 10%, c'est ça? Enfin 10%, mais ce n'est pas l'apanage de la population. C'est un petit groupe de patientes qui peuvent être concernées. Nous avons quand même des scores pour pouvoir les détecter et évaluer la gravité de chaque sous-population. Pour 5-6%, c'est vrai que c'est des malades, des patientes qui sont porteuses d'une mutation génétique, mais ce n'est pas le quotidien. 90% des femmes, c'est des femmes qui n'ont aucun contexte familial. Ils viennent, ils ont un cancer en première intention, sans aucune notion de validité ou quoi que ce soit. C'est dire que les facteurs exogènes, l'environnement dans lequel on vit, influencent beaucoup sur... L'alimentation, professeur, on parle beaucoup aujourd'hui de l'alimentation, de la sédentarité. La sédentarité, l'alimentation, la prise de médicaments de façon anarchique et non contrôlée, l'usage du tabac, la sédentarité. Tout ça fait que probablement il faut améliorer notre qualité de vie. L'âge aussi, est-ce que l'âge est un facteur? Pas forcément, puisque nous voyons des cancers même chez des femmes jeunes en Algérie. Donc l'âge ne constitue pas un facteur en lui-même, mais c'est surtout le mode de vie des Algériennes qu'il faudrait peut-être revoir de fond en comble pour essayer d'apporter une qualité de vie qui les met un petit peu à l'abri de ce genre Quand on parle de l'alimentation, par exemple, qu'est-ce qu'on conseille aujourd'hui comme alimentation? Qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut manger, par exemple? D'éviter les excès. Par exemple, nous voyons par exemple le gras, le sucre. Les sucreries. Nos enfants ont accès à des boissons énergétiques à très jeune âge. L'obésité, quand même, sévit à l'état endémique en Algérie. Et puis ça, il faudrait probablement lutter. Initier la femme algérienne à l'activité sportive, quand même. Nous sommes un pays où nous avons 2 championnes olympiques. Et que cette culture sportive qui régit dans la société algérienne, il faudrait probablement la promouvoir et inciter les femmes à sortir un petit peu de cette sédentarité et aller vers l'activité sportive qui constitue quand même un très bon rempart contre les maladies cancéreuses. Contre les maladies d'une manière générale. Voilà. Docteur Mekhilef, une question aussi sur la page de l'émission. Alors, est-ce que les déodorants peuvent être aussi une cause du cancer et le port du soutien-gorge? Non, heureusement. Il faut rester quand même, sentir bon et être bien, bien habillé. Non, il ne faut pas s'attacher à ce genre de futilité. C'est des questions des téléspectateurs, c'est pour ça. Mais voilà. il faudrait qu'on dépasse un petit peu ça, parce que les messages forts, c'est quoi? C'est aller se dépister. C'est aller, on y arrive. Voilà. Et avoir, quand vous parliez de tout ce qui est alimentaire, c'est avoir une bonne hygiène de vie, c'est valable pour tout. Absolument. Pour tout, pas uniquement pour le cancer du sein. Et ça, c'est un message qui est important. Avoir une bonne hygiène de vie, manger sans excès, faire du sport comme le professeur vient de le dire, éviter tout ce qui est toxique, que ce soit au niveau des déodorants ou du maquillage ou n'importe quel
quelle substance que nous utilisons, ok, mais c'est pas parce que j'ai porté un soutien-gorge que je vais avoir un cancer du sein. Oui. Alors justement, on a compris en gros, comme vous le disiez tout à l'heure, que le cancer du sein est asymptomatique finalement, d'où l'importance d'un dépistage. Qu'est-ce qu'un dépistage déjà, professeur? Alors un dépistage, c'est détecter une maladie chez une personne qui ne porte aucune symptomatologie. Donc on fait appel à des investigations radiologiques, endoscopiques, biologiques forcément, pour aller trouver, détecter cette maladie qui est à une expression infraclinique, c'est-à-dire dans le terme infraclinique. C'est pour ça que, contrairement aux autres cancers, le cancer du sein, comme il est multifactoriel, il faut être quand même assez vigilant pour aller le chercher chez une femme qui n'est porteuse d'aucune symptomatologie. Et c'est ce qu'on demande. On demande aux femmes en bonne santé de casser ce tabou, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'ils aillent consulter les médecins. Il faut rappeler aussi que la plupart des mammographies ou des dépistages qui se font sont négatifs. Généralement, je reviendrai sur la radiologie, puisque j'ai une confrère qui est là. Oui. Mais bon, pour la bonne femme, il faudrait qu'elle aille se faire consulter par des professionnels de la santé, en dehors de toute symptomatologie. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Et que cette consultation, il ne faut pas qu'il se fasse uniquement au mois d'octobre, c'est pas vrai. Il faudrait qu'elle soit faite durant toute l'année et que cette information et cette sensibilisation, je souhaiterais qu'elle soit soutenue durant toute l'année. Et puis, où peut-on faire aujourd'hui un dépistage, professeur? Alors on peut le faire pour orienter les gens. Alors on peut le faire auprès des partenaires de la santé. En premier, si vous avez les sages-femmes. Les sages-femmes, c'est des femmes qui sont rompues à l'exercice d'examiner les bonnes femmes. Vous avez les médecins généralistes aussi qui sont habilités à examiner les bonnes femmes. Quand on parle de dépistage, on parle plus d'une mammographie, professeur. Oui, mais la mammographie, elle est faite sous prescription. Il ne faudrait pas qu'elle aille se faire une mammographie sans passer par un examen clinique au préalable. Donc il faudrait qu'elle passe par un examen clinique qui atteste que la bonne femme est en bonne santé et qui nécessite probablement une investigation radiologique. Et à ce moment-là, c'est à travers cet acheminement que la bonne femme puisse accéder aux mammographies auprès de nos confrères radiologues. Je vous ai posé cette question, professeur, si vous permettez, parce que aujourd'hui, on constate malheureusement que beaucoup de gens, beaucoup de femmes vont se faire dépister, quand je dis dépister, se faire une mammographie, dans le privé. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Quels sont les centres aujourd'hui publics dans lesquels on peut se faire dépister ? Enfin, le problème n'est pas tant dans l'examen lui-même, parce que je laisserai tout à l'heure ma consoeur intervenir, mais bon, accéder à une mammographie, ça ne veut pas dire qu'on s'est fait dépister. Accéder à la mammographie, il faudrait que la mammographie soit faite de bonne qualité, qu'il y ait une bonne lecture avec du matériel adéquat et qui nécessite probablement une deuxième lecture par d'autres radiologues indépendants. Donc vous voyez que le cheminement, il est assez complexe. Oui. Donc moi, je n'incite pas les femmes à aller faire une mammographie. C'est ce qu'on voit actuellement, puisque nous sommes assaillis à l'hôpital, où nous voyons des femmes venir nous donner des mammographies à interpréter. Alors que nous, on n'a rien demandé. Ce qu'on demande, c'est qu'aux bonnes femmes d'aller consulter d'abord. Elles se rapprochent des partenaires médicaux et paramédicaux et à travers ça, ouvrir les voies des examens radiologiques qui peuvent se faire dans des cliniques privées, dans les cabinets de radiologie, dans les hôpitaux. Mais permettez-moi de soulever une petite réserve, c'est que ce ne sont pas tous les cabinets et toutes les cliniques qui ouvrent droit au dépistage, parce qu'ils sont tenus d'avoir un matériel de qualité pour pouvoir faire cet examen. Et je suis désolé d'insister, c'est un examen qui doit être lu par des gens rompus à l'exercice, parce que c'est des femmes qui ne sont pas porteuses d'une maladie. Donc il faudrait interpréter ça avec beaucoup de vigilance. Mais à défaut, vous savez, parce qu'aujourd'hui, quand même, on fait beaucoup de campagnes pour appeler les gens à se faire dépister. Toutes les femmes qui ont 40 ans ou un peu plus essayent de se faire dépister tant bien que mal. Après, voilà, ça dépend de ce qui est disponible. Alors, je reviens à un moment très important, docteur Mekhilef, avec vous, puisque vous êtes radiologue. On a parlé un peu du dépistage. On a compris, alors, le dépistage, finalement, c'est la mammographie, c'est ça?
C'est tout d'abord la mammographie et puisque nous visons une population beaucoup plus jeune qu'en Europe, elle est souvent complétée par une échographie parce que les seins sont plus jeunes, plus denses. On a besoin de compléter la mammographie souvent par une échographie. Donc le dépistage, c'est une mammographie une fois chaque 2 ans. Tous les 2 ans, on peut être plus large à 3 ans, c'est la limite, entre 2 et 3 ans, après 40 ans. D'accord. Alors, un moment très important quitte l'annonce justement du cancer. Voilà, de la maladie et éventuellement s'il y a quelque chose dans la mammographie. Alors, c'est un moment de grande angoisse. Comment ça se passe? Dites-nous un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui disent qu'on nous annonce par exemple un cancer comme une grippe. Comment ça se passe? Dites-nous, est-ce que vous annoncez d'emblée? C'est un moment très très délicat. Quand on découvre déjà une anomalie au niveau d'un examen, que ce soit mammographique ou échographique, déjà il faut transmettre une information sans trop inquiéter la patiente et sans trop la rassurer. Elle part chez elle sans faire de compléter le... Vraiment, il faut y aller au juste milieu. Parce que si on banalise, elle va rentrer chez elle, va jeter le compte rendu et passer à autre chose. Si on dramatise la découverte, elle va s'effondrer. Vraiment, il faut y aller et trouver un juste milieu. Un juste milieu. Et aussi, on n'a pas le droit de dire à une patiente, à mon sens, on n'a pas le droit de lui dire sur une image, Madame, vous avez un cancer. Ça, c'est quelque chose que normalement, on ne doit pas le dire. Parce qu'il y a toute une suite. Dès lors qu'on découvre quelque chose sur la mammographie ou sur l'échographie, on doit d'abord proposer une conduite à tenir. Oui. La plus courante, c'est de faire un prélèvement. Une analyse, on attend cette analyse et c'est le jour où on reçoit le compte rendu de l'analyse et encore, il faudrait qu'il soit concordant avec ce qu'on a vu avant. Une fois qu'on est sûr de tout ça, c'est à ce moment-là où on peut se permettre d'annoncer le diagnostic à la patiente avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tact, pour ne pas la choquer, pour qu'elle adhère au traitement. Ça, c'est un appel aussi peut-être pour les professionnels justement comme vous, parce que tout le monde n'est pas vous. Il y a eu beaucoup de gens qui témoignent et qui disent qu'on nous a annoncé ça alors que, par exemple, ils étaient seuls, on ne s'est pas assuré qu'ils étaient accompagnés. Voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question. Alors, Aïda Mchri, comment réagissent les patients? Combien de temps faut-il pour accepter ou digérer cette information, justement? Justement, je crois que ça, c'est la richesse humaine. Il y a pas un modèle, il n'y a pas une réaction. Les effets psychologiques, la réaction de chacun peut facilement différer, mais aussi, elle peut évoluer dans le temps. À l'annonce, parce que l'annonce c'est déjà un cheminement, mais depuis le soupçon déjà, il y a quelque chose que la femme peut vivre de l'ordre de l'inquiétude, il y a quelque chose qui bouge un tout petit peu de l'intérieur et qui peut éprouver beaucoup d'émotions et inquiétudes, surtout si elle est maman, si elle a des enfants. Facilement, elle peut se projeter dans l'avenir, là, énigmatique. Et je crois que le diagnostic vient renforcer pour dire cette parole qui est là, à pouvoir la mettre au devant d'une scène, qui définit, qui clarifie un petit peu ce cheminement. Et il me semble que c'est là où on doit être très attentif, parce que, vous savez, là, on peut retrouver des gens qui vont demander, qui vont accrocher, qui seront soutenus par les gens proches, qui vont vraiment faire tout leur possible pour pouvoir faire le circuit adéquat dans le soin médical, mais aussi l'accompagnement dans la santé mentale qui est très importante aujourd'hui, dans laquelle on essaye de le souligner et d'accompagner les familles. Mais aussi, il y a de l'autre, les gens qui vont faire le déni, qui vont garder le mutisme, qui vont refuser un tout petit peu cette étiquette. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le message qu'on devrait transmettre à une femme, par exemple, qui vient d'être diagnostiquée positif? Moi, je crois que un message, ça serait lequel? Moi, je dirais le premier message, ça viendra un tout petit peu de sa manière de digérer un tout petit peu l'information. Il y a ceux qui ont besoin de plus de temps pour qu'on puisse redire les choses doucement, leur permettre de prendre cette place de miroir pour pouvoir
redire, pouvoir leur permettre de prendre cette parole et se définir pour voir ce parcours, mais aussi de l'autre, rester vraiment attentif, avoir cette présence qui est là, soutenante, même si elles n'ont pas de parole pour placer, mais la présence, elle soutient ces femmes et je crois le fort message, c'est de ne pas les laisser seules et puis d'avoir la force et les ressources de pouvoir vraiment consolider ce lien et puis revenir dans ma société à revoir un tout petit peu l'intérêt, la demande de ces femmes seules dans les petits patelins, là où elles n'ont pas les ressources, elles n'ont pas cette force de pouvoir se défendre, elles n'ont pas la chance d'avoir l'étayage qu'il faut dans ces moments. Moi, je crois que le premier message, c'est de pouvoir les accompagner et puis de les remettre dans un réseau de professionnels, le réseau de parole, là où ils vont retrouver un médecin, une infirmière, probablement un professionnel de la santé qui saura écouter ça soigneusement, aussi être protégé dans un contexte social, parce qu'il me semble que la question elle est beaucoup plus profonde qu'un soin médical. Ça reste quelque chose qu'on peut écouter et probablement je fais un clin d'œil par rapport à toute cette écoute derrière le numéro vert aussi des enfants en détresse, les familles qui explosent, là où il y a beaucoup de vécus de femmes en souffrance qui divorcent, qui ne retrouvent plus leur corps, leur lien, leur famille, leur soutien, là où il faut vraiment les accompagner dans les profondeurs. Oui, on y reviendra avec vous, Aïda Mchri, sur justement la conséquence de ce cancer sur les femmes ou sur les familles. Alors, une fois le diagnostic est établi, professeur, on parlera bien sûr de traitement, inévitablement de chirurgie. Ah oui, le traitement curatif reste le traitement chirurgical. Donc, une malade, si elle espère guérison, il faudrait qu'il y ait un traitement chirurgical. Il n'est pas seul, certes. Il y a un traitement à base de radiothérapie, de chimiothérapie, mais le socle du traitement reste le traitement chirurgical. On fait combien si on a un pourcentage aujourd'hui, est-ce qu'on arrive quand même à faire, par exemple, à éviter la mastectomie ou l'ablation complète du sein pour que les gens puissent nous comprendre? Si on devait faire un pourcentage, ça représente combien de la totalité des chirurgies faites? Alors, dans le service, nous sommes à peu près à 30% du traitement conservateur. Donc, nous avons 70% de mastectomie, disons, de traitement non conservateur. Mais à juste titre, dans ces 70%, il faut diviser ça en 3. Vous avez un tiers, parce que c'est des malades qui ont une maladie localement avancée, qui nécessitent forcément une mastectomie. C'est-à-dire le type de cancer. Tout à fait. Vous avez un tiers où la patiente demande une mastectomie, ça aussi parce qu'on tient compte de la vie de la patiente. Parce qu'elles ont peur? Ils appréhendent et ils conçoivent mal le fait de préserver un sein malade. Et ça, je rejoins à ce que m'a dit notre consoeur psychologue. Il y a tout un dispositif d'annonce qui doit accompagner la prise en charge de la patiente. Et vous avez un tiers de patients qui forcément nécessitent des mesures radiologiques indispensables pour pouvoir réaliser le traitement conservateur. Oui. Alors qu'est-ce qui a changé avec la crise du Covid? Qu'est-ce qui a changé dans votre service? Est-ce que vous avez été vraiment affecté par la crise? Au début, oui. Je dis au début, oui, parce que d'abord, c'est une épidémie, une pandémie qui a touché essentiellement une wilaya, ensuite la capitale, et puis il y a eu beaucoup d'incompréhension. Les femmes, ils avaient peur forcément de venir vers la capitale parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par le Covid, par la Covid au sein des hôpitaux. Donc forcément, ils étaient réticents de venir consulter ou de se faire soigner. Mais je dirais qu'au sein du centre Pierre-Marie Curie, nous avons réalisé un conseil médical où nous avons décidé de continuer à prendre en charge les malades malgré la pandémie et qu'on ne s'est pas arrêté pour autant dans la prise en charge des malades. Il faut dire qu'avec maintenant le temps, on s'est habitué un petit peu à vivre avec ce virus. Il faut dire que je salue tout l'engagement du personnel médical et paramédical qui n'a pas baissé les bras, puisqu'il a continué quand même à prendre en charge les femmes atteintes, tout en continuant à sensibiliser, parce qu'on a vu des femmes avoir peur du Covid et se laisser aller. Donc ils ont fait un choix de ne pas s'exposer à la pandémie et laisser leur maladie évoluer. Donc on a fait des séances de rappel
pour essayer de rassurer encore les femmes pour pouvoir venir consulter, se faire soigner en toute sérénité au sein des institutions publiques. Oui. Restez sur place, messieurs, dames. Tout de suite, le moment de la rubrique de l'émission, le Focus. On se voit après le jingle. Et nous venons de rejoindre donc le docteur Abbas Mchdel, notre chroniqueur pour la chronique Le Focus. Bonsoir docteur Mchdel. Bonsoir Sarah. Alors vous nous parlez aujourd'hui dans votre chronique de traitement personnalisé du cancer du sein, particulièrement donc des cancers à transmission génétique. Mais avant peut-être, qu'est-ce qu'un cancer génétique ? Alors les cancers à transmission génétique, ce sont des cancers du sein qui sont liés à des mutations génétiques. Alors des mutations, nous avons identifié une catégorie qui varie de 5 à 10% des cancers du sein qui sont liés à des mutations génétiques. Les plus fréquentes sont des mutations en gènes BRCA1 et BRCA2. Grosso modo, ce sont des gènes qui sont chargés de protéger l'ADN contre les mutations tumorales. Et quand ils sont défectueux par des phénomènes de mutation, ces gènes-là deviennent incapables de protéger la femme contre l'apparition de cancer du sein. Ceci dit, une seule copie d'un gène défectueux ne veut pas dire développer un cancer du sein obligatoirement, mais fait de la femme en question une femme à risque de développer un cancer du sein. Elle a un risque de 40 à 80% de développer un cancer pendant la vie, oui, contre un risque qui est à peu près à 10% dans la population générale. Vous nous parlez aujourd'hui également de stratégie de dépistage. Absolument, oui, absolument. La stratégie de dépistage est liée directement aux particularités de ces cancers à transmission génétique. Alors je précise stratégie de dépistage dans ces cas, hein, dans les cancers génétiques. Dans les cancers génétiques, ce sont des cancers qui sont à l'origine généralement d'une atteinte tumorale à des jeunes, à des femmes d'âge plus ou moins jeune, ce qui implique une surveillance clinique qui est beaucoup plus rapprochée. Avant 20 ans, un examen clinique chaque 6 mois, et après 30 ans, un examen radiologique, c'est-à-dire mammographie, échographie, avec IRM mammaire, de façon annuelle pour dépister, parce qu'il faut savoir que les cancers du sein à transmission génétique sont des cancers qui peuvent être à l'origine de cancers d'atteinte tumorale bilatérale, c'est-à-dire une atteinte des seins droit et gauche. Oui, et on arrive un peu au point qui intéresse les gens qui nous regardent. Comment on traite justement ce genre de cancer? Alors la première question qui se pose dans ce genre de situation, c'est l'intérêt d'une mastectomie bilatérale prophylactique. Alors, ce qu'a fait Angelina Jolie. Prophylactique, c'est-à-dire à titre préventif, c'est ça? À titre préventif. C'est ce qui a été fait par l'actrice américaine Angelina Jolie. Personnellement, on ne peut pas se prononcer sur son cas. Ça a dû être discuté dans son staff médical de l'intérêt, et j'imagine qu'on ne tient pas compte de la volonté de la patiente, mais si une décision a été prise dans ce sens, c'est que le risque de développer un cancer chez elle, un risque paramétré par des paramètres qui sont bien précis, ont été à l'origine d'une situation à très très haut risque de cancer. Merci beaucoup, Dr Mchdel. Je vous en prie, merci. Merci, je vais rejoindre mes invités.
Et nous sommes donc revenus avec le docteur Abbas Mejdal dans la chronique sur les cancers génétiques. Professeur Boumnidal, je pense que vous vouliez réagir justement sur le dépistage dans ces cas précis, dans les cancers génétiques. Ah oui, pas forcément, puisque à travers ce qui a été dit, effectivement, c'est 6 à 10% de patientes qui sont concernées. Mais le message, c'est de dire que d'abord, il faudrait que ces patientes soient identifiées, d'abord avant qu'elles aillent vers une consultation d'oncogénétique. Donc il y a un score qui est établi pour pouvoir identifier les femmes à risque d'être porteuses de cette anomalie génétique. Deuxièmement, il faudrait que cette consultation d'oncogénétique regroupe plusieurs partenaires. Pas seulement le clinicien, il y a le généticien qui doit être présent au sein de la réunion, il y a des psychologues qui doivent être présents pour décider ou pas de poursuivre tout ce programme de dépistage qui comporte quand même des examens très très pointilleux. Oui. Troisièmement, il n'y a pas de laboratoire en Algérie qui permettent de faire ce dépistage génétique. Donc, faisons attention. L'idée, c'est pas de dire aller vers le dépistage génétique. Ça n'existe pas encore en Algérie. Et mon souhait aussi serait d'organiser ces consultations d'oncogénétique à travers toutes les wilayas du pays pour créer un réseau susceptible d'identifier et de prendre en charge ce genre de... L'idée peut-être était plus de donner des informations dans cette rubrique, c'est-à-dire parler d'une médecine prédictive ou une médecine dite du futur, mais pas dire forcément qu'elle existe en Algérie, mais c'était plus pour fournir des informations dans cette rubrique. L'émission sert aussi peut-être à secouer la conscience collective, justement, vous me tendez une perche, professeur. Est-ce que le cancer du sein aujourd'hui est un tabou chez nous? Est-ce que les femmes arrivent à dire qu'elles ont un cancer? D'ailleurs, je vais le dire en arabe, on a tendance à dire hadak al-mard. Oui, bien sûr. Vous m'invitez à parler un peu de vécu de ces femmes, de vécu de ces jeunes femmes aussi aujourd'hui, qui dénoncent une réalité qui est très atroce. Aujourd'hui, frôler cette expérience, on peut voir des femmes qui évoluent merveilleusement bien, associées par l'aide de mouvements associatifs, par des médecins, personnes ressources, moi je dirais. Elles arrivent à frôler quelque chose là où elles peuvent se projeter, faire le deuil de ce qu'elle était et se projeter sur un avenir avec une image différente, avec un vécu différent. Il y en a d'autres qui sont coincées probablement dans leur détresse, moi je dirais, cette phase de choc, ce stress qui l'habite, ces angoisses, cet acquis de panique qui continue à bouleverser son vécu, mais aussi sa famille et influencer tous les gens qui l'entourent. Moi, je dirais, on a besoin aujourd'hui de les déculpabiliser, de déculpabiliser un peu les personnes qui sont en train d'aider, parce que ça, c'est un travail de relais, c'est un travail de personnes qui ont besoin de force et de beaucoup d'énergie pour pouvoir se soutenir sur le terrain, de pouvoir retrouver aussi tous les programmes, retrouver cette énergie pour leur permettre d'avoir une nouvelle identité, un nouveau mode de vie, perspective aussi, qui va leur offrir un tout petit peu les ressources et la bonne manière de se reconstruire. Oui. Justement, est-ce que les femmes font aujourd'hui le choix facilement? Parce que, après tout, le cancer du sein fait peur parce qu'il touche la femme dans son intégrité physique, dans sa féminité. Est-ce que les femmes arrivent à faire le choix facilement quand il s'agit d'une mastectomie? Le choix n'est jamais facile. D'abord, la mastectomie, elle est vécue comme quand même une agression physique. Et puis, il s'agit d'un geste quand même de mutilation. Il ne faut pas banaliser un geste pareil. Et vous aussi, vous me tendez une perche, puisque les malades qui subissent des mastectomies doivent faire l'objet d'une reconstruction mammaire. Oui. Cette reconstruction mammaire elle est intégrée dans le projet thérapeutique. Ça, c'est important à rappeler. Ça, c'est important. Oui. Et puis, il faudrait que les institutions publiques puissent quand même nous accompagner dans cette façon de faire. Et que ce matériel soit disponible, que cette formation soit aussi à la hauteur de la prestation qu'on puisse offrir à nos patientes. Oui. Donc, dire à une malade qu'elle va subir une mastectomie, certes, c'est un peu choquant, mais nous sommes tout le temps rassurants en leur donnant donc l'espoir de pouvoir être reconstruite, ce qui lui permettra d'insérer son milieu familial, professionnel et social.
Est-ce qu'il y a une amélioration aujourd'hui dans la prise en charge des malades, professeur, avec le plan cancer par exemple? On parlait beaucoup des traitements antidouleurs, on disait que c'était le point noir de la prise en charge. On parlait aussi de la radiothérapie qui était aussi un point noir dans la prise en charge des cancéreux. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une amélioration de ce point de vue? Ah oui, nous le sentons de façon substantielle. C'est vrai que nous avons eu quand même à avoir des insuffisances en termes de radiothérapie parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes pour accueillir autant de malades. Nous avons eu peut-être trois centres au niveau des wilayas du nord du pays qui sont Oran, Alger, Constantine. Vous avez 2 accélérateurs à Alger pour une population de 5 700 000 habitants. Oui. Quand même, il ne faut pas espérer. Et c'est un centre qui travaille avec des équipes de 3 x 8. Donc vous voyez que c'est des centres saturés. Maintenant, avec l'émergence et la construction de nouveaux centres anti-cancer à travers différentes wilayas du pays, nous arrivons quand même à absorber cette demande dans les délais impartis. Concernant la chimiothérapie, effectivement, la chimiothérapie, elle est offerte aux malades de façon rassurante dans les délais. Dans les délais. Maintenant, vous me parlez de centres antidouleurs. Ça aussi, il faut créer des centres antidouleurs à travers toutes les structures de soins, et notamment les centres anti-cancer, et que les femmes puissent accéder au traitement antidouleur. Je fais probablement une parenthèse sur les dérivés morphiniques qui posent un problème. Il faudrait que ce produit puisse être accessible aux malades cancéreux en toute sérénité. Docteur Bkhilef, est-ce qu'il est nécessaire de se faire, là peut-être qu'on va plus loin dans l'après-cancer, c'est-à-dire parce qu'on a parlé des traitements, est-ce qu'il est nécessaire de se faire suivre régulièrement après un cancer? Exactement, et c'est très important, vu le risque déjà de récidive, risque de bilatéralisation, c'est-à-dire on a un cancer du sein un instant T et de développer un deuxième cancer plus tard. Et aussi, là, vous me tendez moi aussi une perche, parce que souvent, nos patientes réclament la prise en charge post-cancer. C'est-à-dire que c'est la reconstruction, mais aussi des gestes beaucoup plus simples. C'est-à-dire, eux, quand on leur fait la mastectomie et souvent le curage ganglionnaire, vous savez que ça expose un lymphœdème au niveau du bras, le gros bras qu'on développe. Ils ont besoin de soins, par exemple, par rapport à ça. De rééducation, c'est ça? Ils ont besoin de séances de rééducation. Ils ont besoin de conseils. Et souvent, c'est une demande qui revient de façon assez constante. Elles sont livrées à elles. Alors, certaines femmes se débrouillent avec Internet et Monsieur Google pour trouver un petit peu des solutions. Mais les personnes, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup d'aide, elles sont livrées à elles et elles ont besoin d'être prises en charge. Vous savez très bien que ce lymphœdème, ce gros bras, n'a pas vraiment de solution. C'est la prévention, uniquement la prévention. Donc, une fois que cette patiente a terminé son traitement chirurgical, chimiothérapie, radiothérapie, elle a besoin d'une surveillance étroite entre ces 3 spécialistes, c'est-à-dire le chirurgien, l'oncologue et le radiologue, mais aussi... Cette surveillance réduit le risque de récidive, par exemple? Elle est obligatoire. Elle va dépister la récidive quand elle est toute petite. On va réagir rapidement parce que le but, il reste, c'est la guérison. On parle jamais vraiment de guérison dans un cancer, professeur. Ah oui, maintenant, oui. On parle plus de rémission. Il y a toujours un risque de récidive. Permettez-moi d'insister, les cancers diagnostiqués à un stade précoce, on peut espérer une guérison. C'est le message qu'il faut dire. C'est une bonne chose. Ah oui, bien sûr. C'est plus une maladie létale. On peut espérer une guérison et on dit aux femmes, si vous vous faites diagnostiquer très tôt, les chances de guérison sont réelles et substantielles. Voilà. Et il n'y a pas de risque de récidive? Il est minime, il existe, mais bon, disons qu'il faut toujours optimiser et être dans le versant positif. Oui. Alors, Aïda, j'ai envie justement de revenir avec vous justement sur cette partie du traitement, parce qu'on a tendance à parler de l'accompagnement psychologique au moment de l'annonce, au moment des traitements, mais on oublie aussi après le cancer, parce que là, les gens autour du malade ne sont plus là, parce qu'ils pensent que c'est bon, la personne est sauvée. Donc, cette personne va vivre vraiment un moment de solitude. Moment de solitude, mais je dirais ça c'est l'expérience inédite. C'est ça qui fait la particularité de vivre ce moment.
parce que vous savez, on a toujours la force de se projeter vers un avenir, projeter vers des vacances, construire. Il y a quelque chose comme ça qui nous ramène vers un sentiment de toute puissance qui fait que on fait abstraction à tous par un phénomène défensif, à tout ce qui peut nous rappeler notre mort, notre arrêt, notre vécu réel. Et je crois que le vécu de ces expériences, il nous ramène à nous-mêmes, et c'est dit dans le langage de ces femmes qui apprennent à revivre, à prendre l'essentiel de leur vie. Ce sont des femmes qui vont donner l'intérêt à leurs enfants en premier plan, qui vont revivre les choses différemment, prendre un peu plus soin d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Elles auront la force de dire non, elles auront la force de déposer plainte et de renoncer et de dire quelque chose qu'elles ont compris dans ce cycle de vie. Et moi, il me semble que si on suffit juste de s'arrêter, je crois que le réseau ne s'arrête pas, parce que leur demande, elle est tellement forte, et leur inquiétude, leur souffrance, elle est tellement forte qu'elle nous active, nous tous, et elle nous oblige à accompagner ces femmes en détresse pour qu'elles puissent vraiment se projeter le plus loin possible dans un bien-être. Aujourd'hui, il me semble que chercher une bonne santé mentale, c'est de chercher l'équilibre, c'est de pouvoir vivre avec ces aléas, avec ces maladies, dans une perspective là où on peut frôler ces moments, comprendre qu'on pourra, oui, rechuter, revivre ces moments, mais retrouver le cadre pour pouvoir dire là j'ai mal, là j'ai besoin d'aide, et ne serait-ce que de savoir que c'est là où il faut frapper à cette porte, c'est là où on peut retrouver ses ressources. Et je crois que c'est un travail de reconstruction et de réparation. C'est non, diagnostiquer c'est un chemin, le reste c'est à nous de le construire, et ma société, je crois que, et les femmes de ma société le revendiquent aujourd'hui pour pouvoir vivre cette réparation. Oui. Docteur Mekhelef, est-ce qu'on peut prévenir un cancer, finalement? Prévenir un cancer. Oui, c'est le rêve de tout. Est-ce qu'il y a des mesures prophylactiques, comme disait le docteur Mejdel, c'est-à-dire préventives de la maladie? En dehors des cas de génétique, de cancer génétique. Oui, d'une manière générale. La prévention de cancer, c'est la prévention de toute maladie. C'est l'hygiène de vie. Mais on ne peut pas. À ce jour, on n'a pas encore découvert comment prévenir, comment éviter d'avoir un cancer. Ce n'est pas une maladie infectieuse qu'on pourrait contrôler. Oui. Est-ce qu'on peut éviter les rechutes, professeur? Qu'est-ce qui est impliqué dans les rechutes ou les récidives? Pour terminer, on est pratiquement à la fin de l'émission. Les rechutes sont liées tout d'abord à un diagnostic tardif de la maladie, souvent à un traitement insuffisant. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on insiste auprès de nos concitoyennes d'aller consulter, même s'ils n'ont rien comme symptomatologie, en vue de diagnostiquer ça très tôt. Ça nous permettra, nous, en tant que partenaires de santé, de traiter de façon convenable, en toute sécurité, cette maladie. Oui. Une fois les deux réunis, je pense que les chances de guérison sont substantielles et réelles chez la malade. Oui, merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Vous retiendrez le mot d'ordre de cette émission. Dépistez-vous. Voilà, dépistez-vous, faites votre mammographie si vous avez 40 ans ou un peu plus. N'hésitez pas, ça peut vous sauver la vie. Merci encore à vous de nous avoir prêté attention. Rendez-vous sur la page de l'émission. Je vous revois vendredi prochain. On reparlera de cancer du sein, mais cette fois-ci avec des témoignages. Au revoir.